La ville de Morne-à-l'Eau est en deuil. Jean-Claude Lambion, maire de la commune, s'en est allé. Symbole du militantisme et du communisme guadeloupéen. Le reportage de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter dans cette édition. L'UTT-UGTG souhaite-t-elle faire de la grève à Canal-Anti un exemple? La mobilisation continue après un mois de conflit. En exclusivité pour ATV Guadeloupe, la directrice de Canal-Anti a livré ses impressions à Karen Diama. Une semaine pour apprendre la langue de Molière. Les collégiennes de Trinidad sont de passage dans notre archipel. Un apprentissage sous le sceau de la détente et de la découverte. Reportage de Linda Kayarsi dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Après l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient pour saluer le parcours de Jean-Claude Lambion. Décrit comme un homme calme et réfléchi, il avait réussi l'exploit de conserver au Parti communiste guadeloupéen en déclin une importante municipalité en Grande Terre, celle de Morne-à-l'Eau. Reportage Nathalie Dinane, Moïse Dexter. L'annonce du décès de Jean-Claude Lambion, maire de Morne-à-l'Eau et président de l'association des maires, a provoqué une vague de tristesse dans sa commune, mais aussi au sein de la classe politique. Elle ne tarit pas d'éloges sur celui que l'on qualifiait de militant caribéen. À ses côtés depuis de nombreuses années, son chauffeur, comme bien d'autres de ses proches, ne trouve pas les mots pour témoigner de sa douleur. Je suis très touché parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Et c'est un gars qui était très respectueux envers ses collaborateurs. Parce que c'est un homme qui avait beaucoup d'ambition pour Morne-à-l'Eau. Ah oui, beaucoup de projets pour Morne-à-l'Eau. On savait qu'il était malade, mais on ne s'attendait pas à son départ aussi brusquement. Discret, pragmatique, tenace, homme d'engagement et de conviction, Jean-Claude Lambion a livré en 2014 son dernier combat lors des municipales. En 2005, quand Julien Chauvignot démissionne, il est installé dans le fauteuil de maire, puis élu au suffrage universel en 2008 et en 2014, au terme d'une fusion avec le GUSR. Frappé par la maladie, c'est son premier adjoint qui conduisait les affaires depuis un an. Il le savait malade, mais ne s'attendait pas à cette disparition brutale. Jean-Claude Lambion, c'est un ami d'enfance. Nous avons été à l'école ensemble, nous avons grandi ensemble. En 2008, tout naturellement, il m'a appelé pour être son deuxième adjoint. Et on doit faire les choses pour continuer l'action que Jean-Claude Lambion a entrepris au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau. Monsieur Lambion est un ami de très longue date et qui a toujours été un militant communiste et qui à l'époque m'a convaincu de militer au Parti communiste. Communiste de la première heure, chargé des relations internationales au sein du parti, grand défenseur de la Caraïbe, le professeur d'anglais à la retraite laisse déjà un vide immense. Certains se souviennent de cet engagement qui le caractérisait. Je veux que la population sache l'homme qu'il a été, le militant qu'il a été, au niveau de Morne-à-l'Eau, au niveau de la Guadeloupe, mais ça a été aussi un Caribéen, quelqu'un qui agissait probablement beaucoup dans l'ombre. C'est une perte assez conséquente. Tout un chacun doit s'en aller à un moment donné. On ne s'y attendait pas tout de suite, quoi. On savait qu'il avait des problèmes de santé, mais on se disait qu'il va encore tenir un peu. 40 ans de militantisme dévoué à la cause de sa commune et à son pays, une action qui s'arrête en si bon chemin. En 2014, lorsque nous repartions aux élections, Jean-Claude Lambion, de nouveau, comme c'était un visionnaire, il a de nouveau créé avec son mouvement, le mouvement populaire mornalien, le nouveau contrat mornalien. Cette fois-ci sur une base de 2014 à 2020. Vous voyez que c'était un visionnaire. Donc il pensait continuer l'action et faire en sorte que Morne-à-l'Eau retrouve un petit peu sa sérénité. Jean-Claude Lambion a tiré sa révérence, laissant l'image d'un militant acharné et d'un professeur dévoué pour sa famille et son premier adjoint et ami, dont le dernier mot sera pour saluer et transmettre à la famille Lambion, sa femme, mère de 4 enfants, ses enfants, ses frères et sœurs, mes condoléances parce que les Lambion à Morne-à-l'Eau, c'est une grande famille et donc par conséquent, ils méritent du respect. La mémoire de ce guide restera jamais gravée pour ceux qui l'ont connu et l'appréciaient. Deuxième et dernier jour de visite pour Alain Juppé en Martinique. Après avoir visité le sud hier, c'est dans le centre et dans le nord de l'île que le candidat à la primaire des Républicains a passé sa journée. Il a rencontré les acteurs de l'économie martiniquaise, HL Cher,
et rendu hommage à Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Retour sur cette journée avec Myriam Boiscoulin et Michelet François. 1 heure d'échange avec le public et surtout des chefs d'entreprise et responsables de formation de Martinique. Le constat d'Alain Juppé est clair, la Martinique a un réel potentiel inexploité, surtout dans le secteur du tourisme. Les points forts de ce territoire, bien sûr une attractivité touristique qui mérite d'être renforcée parce qu'elle n'est pas au niveau où elle devrait être, mais aussi des filières agricoles dont certaines sont très bien organisées, comme la banane ou le rhum, et qui peuvent se développer aussi. Je pense notamment à l'autosuffisance alimentaire dans un certain nombre de domaines. De plus en plus d'entrepreneurs développent leurs entreprises en Martinique. Des petites structures autant sujettes aux difficultés de gestion que les grandes filiales, sinon plus. Mais l'heure n'est pas aux propositions. Le candidat a tout de même écouté les questions des représentants d'entreprises. J'ai trouvé un candidat qui venait écouter, qui venait entendre sur un élément de type, par exemple, chambre de compensation, qui fait que la problématique d'un chef d'entreprise peut avoir des dettes fiscales et sociales. De l'autre côté, des collectivités, de la fonction publique qui lui doit de l'argent. Et le but, c'était de dire, mais attendez, vous êtes à l'interface entre les deux, monter une chambre de compensation qui va permettre qu'avec l'argent qui est dû par les collectivités, elle soit payée et que la personne se retrouve avec ses dettes fiscales et sociales payées. Suite de la visite sur la côte atlantique et rencontre avec le maire de la commune du Marigot, Alain Juppé se souvient d'un de ses anciens partenaires politiques, Michel Renard, maire honoraire de la commune décédé en décembre dernier. Je crois que les Marigotins sont ravis et les Marigotins ont tenu, malgré que nous sommes en pleine semaine, un mercredi, 11h midi, eh bien, il y a une population qui s'était massée et qui était très heureuse de savoir cette reconnaissance de Alain Juppé vis-à-vis de leur ancien maire Michel Renard. Recueillement en silence face à la stèle de Clarissa Jean-Philippe, victime des attentats le 8 janvier 2015. Alain Juppé se souvient, le candidat préfère surtout proposer des solutions pour éviter le terrorisme sur le sol français. La vraie réponse, on le voit bien, c'est le renseignement. Et là, il y a eu des failles, à l'évidence, dans le passé. Une commission d'enquête parlementaire est en train d'essayer d'établir un véritable diagnostic. Il faut améliorer les choses, les relations entre nos propres services de renseignement, des GSE, des GSI. Et surtout en prison, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Être très vigilant aussi sur le renseignement pénitentiaire, parce que les prisons sont de véritables incubateurs de radicalisation et de djihadisme. Il s'y dit beaucoup de choses. Alain Juppé sera en Guadeloupe dès ce soir après une rencontre avec la maman de Clarissa Jean-Philippe au quartier d'Herrière-Morne et une visite de dernière minute avec Monseigneur Macaire. Il y est pourtant opposé, sauf dans certains cas. Alain Juppé a relancé le débat sur le droit du sol. Lors de son passage en Guyane, il a proposé de le restreindre, suggérant comme condition qu'au moins que l'un des deux parents soit en situation régulière au moment de la naissance de l'enfant pour obtenir la nationalité française. On écoute le reportage de Maxime de la Houplière. J'ai entendu M. Alain Juppé parler de durcissement effectivement de la possibilité d'accéder à la nationalité française pour les enfants qui sont nés sur le territoire et qui peuvent y vivre au moins 5 ans d'affilée. À condition, bien entendu, que le parent soit en situation régulière et reconnaître l'enfant. Donc c'est effectivement un durcissement pour l'accès à la nationalité, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. En tout cas, pour ce qui nous concerne ici, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons 2 grandes portes qui sont ouvertes. C'est à Saint-Georges, l'est de la Guyane, vis-à-vis du Brésil, et nous, c'est l'ouest ici, Saint-Laurent-du-Maroni, vis-à-vis du Suriname. Et donc, si nous voulons juguler cette immigration, parce qu'il faut quand même voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, nous avons une croissance démographique interne, mais nous avons aussi, surtout, une immigration. Et à un moment donné, on ne pourra plus tenir. Et donc, je vais beaucoup plus loin que la proposition de M. Juppé, et je dis qu'il faut pas seulement que les parents soient en situation régulière, c'est-à-dire une simple carte de séjour, mais il faut avoir une carte de 10 ans, parce que lorsqu'on a une carte de 10 ans, cela veut dire que les étrangers ont envie de s'impliquer, ont envie de jouer le jeu dans le pays qui les accueille, de payer des impôts, d'y travailler, d'y vivre de façon pérenne. Et ça, c'est un gage, je pense, de sécurité quant au respect des règles de la citoyenneté.
Hier, nous recevions Nathalie Edo, la présidente de l'association de l'Union des commerçants de Basse-Terre, opposée au projet de construction du centre commercial Valkaners à Gourbert. Pour tenter de comprendre les enjeux de ce projet, le maire de Gourbert est avec nous. Bonsoir, Lucas Desmar. Bonsoir à TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que vous avez d'abord un mot à adresser. Oui, bien sûr, je salue cette initiative d'ATV sur des sujets très importants aujourd'hui dans un domaine économique, en termes de développement, surtout en termes d'espoir, d'espérance pour une population. Je faisais référence et profiter pour saluer bien décès, évidemment ma chère population de Gourbert de la Guadeloupe. Je faisais référence au décès du maire de Morne-à-l'Eau. Oui, alors je suis particulièrement touché du décès de mon collègue. En plus, c'est un ami. Il y a ce côté humaniste que j'ai retrouvé, cet esprit d'ouverture. Et je ne cache pas que nous avons mené beaucoup d'opérations ensemble. Et quand j'ai dit humaniste, beaucoup d'opérations humanitaires. Nous sommes deux collectivités jumelées avec des communautés haïtiennes. Moi, Jérémy, lui, Abricot. On s'est souvent retrouvés autour de ces projets. Mon jumelage avec Jérémy, il était à mes côtés. Et au sein de l'AMG, je crois que c'est quelqu'un finalement qui nous marquera, tant il avait cet esprit de consensus et cette volonté évidemment d'union des collectivités, de manière à ce qu'on puisse mieux s'approprier la chose publique. Je pense que c'est un militant communiste, mais d'abord un humaniste que je salue. Pour revenir au sujet du projet du centre commercial de Valkaners, tout d'abord, quel est votre positionnement? Êtes-vous favorable à ce projet? Je crois qu'il faut faire taire les polémiques. Donc vous y êtes favorable? Bien sûr, j'explique comment je suis favorable. Bien sûr que je suis favorable à ce projet. Il faut nuancer les choses. Il s'agit d'un projet privé, porté par un opérateur privé de centre commercial, qui est régi par un organisme consulaire, la CCI. La CCI aujourd'hui, qui porte ce projet et qui, dans son organe, a fait un choix d'un opérateur. Ce choix de l'opérateur fait que le terrain se situe sur le territoire de la commune de Gourbert. Donc il faut que les choses comprennent comment le maire de Gourbert peut rester insensible. Le fait que ça soit sur le territoire, que l'opérateur vienne avec un projet qui est porteur d'espoir de 300 emplois, avec 50 millions injectés dans le secteur privé, ce sont des fonds privés, comment on peut rester insensible à une telle offre en matière d'activité? Alors bien évidemment, nous, ce que nous faisons, c'est que nous devons, au niveau de tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire, ce qu'on appelle un peu le cadre d'humanisme, mettre en phase tout ce qui pourrait concourir à favoriser l'implantation de ce projet. Pourquoi? Nul ne peut ignorer que Basse-Terre se dévitalise. Basse-Terre se vide de sa population. Et on remarque que l'offre commerciale qui est faite aujourd'hui n'est pas adaptée à la configuration, puisque l'exode même de Basse-Terre continue. Alors nous, ce que nous voulons, c'est véritablement garder ce dynamisme sur le sud de Basse-Terre. Alors, nous avons un projet de développement, nous inscrivons dans le plus, et même que lorsqu'on fait valoir tout ce qui a trait à nos atouts, on a un projet de valorisation du patrimoine. On a un projet de tout ce qui a trait à la mise en valeur de l'eau. Mais véritablement, il faut impérativement que ce projet du centre commercial que nous avons, qui se situe dans ces atouts de Gourbert, Gourbert, au-delà de ces atouts, se trouve véritablement un pôle stratégique à l'entrée du sud Basse-Terre. Donc, s'il y a un débat au niveau de la chambre consulaire, je pense que ça doit se faire à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut surtout souligner dans ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, la chute Basse-Terre se dévitalise, mais personne aujourd'hui n'a pu porter un projet. Et justement, c'est ce qu'ils craignent, c'est que le phénomène s'amplifie. Est-ce que vous comprenez leurs craintes? Est-ce que vous comprenez leurs craintes? Je répète, est-ce que vous comprenez leurs craintes? L'organe qui régit le commerce sur le sud Basse-Terre, où se retrouve... Oui, c'est la CCI. Mais est-ce que vous comprenez la crainte des commerçants de Basse-Terre? Il y a une étude d'impact qui vient de confirmer leur peur. J'explique. Oui. Je ne suis pas dans la guerre des lobbies. Je pense qu'ils ont fait une étude d'impact au niveau de Basse-Terre, oui. des qui confirme leur crainte. Hein. Ils ont fait... Mais ça se gère au niveau de la CCI. C'est un projet privé à l'intérieur d'un organisme consulaire, la CCI. S'il y a un débat au niveau de la CCI sur ce projet, ça se gère à ce niveau-là. Nous, est-ce qu'on peut rester insensible? Parce qu'il y a une réalité. Moi, quand je fais mes audiences le mercredi matin, je reçois des demandes de lieux pour des offres d'activité, des activités, et je reçois des gens qui sont des chômeurs, qui sont en phase d'attendre des embauches. On ne va pas ignorer que Basse-Terre se vide, c'est une réalité. Ce que nous voulons, parce que moi je dis, nous n'avons pas de choix, je situe bien le problème.
Nous ne sommes pas dans cette démarche, nous ne sommes pas opérateurs privés. Ce que nous voulons, c'est créer un dynamisme du Sud-Bastère. Moi, je dis, chiche, si, Madame Edo, un projet pour développer le Sud-Bastère, pour éviter les autres du Sud-Bastère, mais nous ne sommes pas insensibles à cette démarche-là. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, opposés au commerçant de Bastère. Le sujet n'est pas là. Le sujet, ce qu'il nous faut simplement, c'est comprendre que nous, en tant que décideurs politiques, on ne peut pas se satisfaire de cet exode. Bastère se dévitalise de la ville de Bastère. Alors, tous les élus guadeloupéens ne sont pas... Je peux vous poser des questions et répondre. Tous les élus guadeloupéens ne sont pas de votre avis. Je reprends la citation du maire de Trois-Rivières, Hélène Vainqueur-Christophe. Moi, je mettrai toutes mes forces pour peser de tout mon poids pour que ce projet ne voit pas le jour. Oui. C'est sa déclaration au mois de janvier 2016. Mais je dis cet argumentaire n'a pas sa place. Nous ne sommes pas dans un débat de guerre politique, dans la polémique. Nous sommes en train de réfléchir à un projet de développement du Sud-Bastère. Je dis aujourd'hui, personne, Mme Vainqueur a été parlementaire, elle a été vice-présidente de la région. À quel moment on a proposé un projet pour le développement du Sud-Bastère? C'est ça le vrai problème. Nous considérons que nous avons en charge le développement de la commune et que ça se situe dans un bassin bastérien. C'est l'intercommunalité. Le législateur a voulu qu'il y ait l'intercommunalité pour réfléchir sur un développement du bassin. Dans ce bassin, nous considérons que Coubert est un lieu stratégique de l'entrée du bassin bastérien. Et nous offrons ce territoire à la demande de l'organisme consulaire. Nous intervenons pourquoi? Parce que ce projet se situant sur l'entrée du Sud-Bastère, nous savons qu'il est porteur d'espérance à ce niveau-là. Donc je dis, si au cas où on aurait d'autres projets, la commune de Coubert est prête à accueillir d'autres projets parce que nous voulons, nous, surtout dans cette démarche, il faut comprendre, regardons bien ce qui se passe au Moule. Au Moule, les commerces ne cessent d'éclore. Et pourtant, il y a tous ces centres qui se sont installés au Moule. Il faut qu'on comprenne, en Guadeloupe, il faut qu'il y ait un développement, je disais même triangulaire. Il faut qu'on puisse rééquilibrer le territoire de Guadeloupe. Notre objectif, c'est quoi? C'est qu'on crée une impulsion, une dynamique du Sud-Bastère. On ne peut pas rester immobile et laisser Bastère se vider. Je dis oui, s'ils ont un projet, nous sommes preneurs, nous sommes prêts à écouter, prêts à analyser, prêts à les accompagner. En l'état actuel, personne ne peut poser d'autres projets. Je crois qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que dans cette réflexion d'un projet de développement de la commune de Coubert, impérativement, il faut que, aujourd'hui, que les gens comprennent que c'est l'ensemble de la zone que nous voyons dans cette démarche de développement. Impérativement. Luc Adémar, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Reste avec nous. Depuis le 9 mars, la campagne sucrière bat son plein en Guadeloupe. Une campagne qui sera relativement courte compte tenu du faible volume de canne à récolter. Les rendements ont chuté à cause de la sécheresse de l'an dernier. Un schéma qui rappelle celui de 2011, quand la richesse saccharine, le potentiel de sucre était passé de 10 à 7%. Comment se passe cette récolte 2016? La réponse avec Isabelle Hamou. Après une médiation qui n'aura pas permis de trouver une solution la semaine dernière, les négociations ont repris hier entre le syndicat et la direction de Canal Antilles. Nous disons, d'accord, on nous parle. Et là, nous arrivons sur la table des négociations. Ils ont demandé nous un délai supplémentaire qui caille jusqu'à vendredi pour nous faire nous en proposition écrite si réemploi à salariés là. Donc nous avons bien vrai que encore une fois, c'est toujours un cinéma, on aller-retour et que la direction là pour bien comprendre là il y avec nous. Donc un seul but que nous avons dit, c'est que oui d'accord, nous ouverts, oui d'accord, nous parés à négocier et nous avons jusqu'à vendredi. Par contre vendredi, il faut y venir bien, il faut y venir avec une proposition concrète justement qui donne nous tous les détails et garantit que les salariés là qui travaillent et travaillent dans de bonnes conditions de manière pérenne. Un mouvement qui pourrait s'étendre à l'ensemble de l'archipel si aucun accord n'est trouvé. C'est du moins ce qu'espère l'UTT-UGTG. Nous avons un processus global. Donc, quand on a dit ça qui est en bec pas en fall, nous passons à quelqu'un passé vendredi, mais nous avons l'arrêt en nous pour nous dire arrêter la profitation, arrêter le massacre des salariés, nous pas des volets, nous pas des truands. Donc, nous voulons travailler en pays en nous quittant nous. Au là, il fait d'autres monde veut travailler en place en nous. Donc, c'est pour ça que le mouvement est global. Il concerne tout salarié, tout peuple Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous avons dit nous avons rendez-vous mardi devant Canal pour nous faire une démonstration, quand on dit encore, pour nous montrer que les salariés n'ont pas chien. Après plus d'un mois de mobilisation, le syndicat semble plus déterminé que jamais. Et en exclusivité pour ATV Guadeloupe, la directrice de Canal Antilles a accepté de livrer ses impressions à Karen Diama. On l'écoute.
Le mouvement est en cours depuis le 2 mars, donc maintenant depuis plus d'un mois. Une médiation en fait a été animée par l'inspection du travail. Ça a débuté jeudi dernier, est allé sur 2 jours, sur lequel il y a eu de nombreuses avancées parce qu'on a réussi à trouver un accord sur 4 des 5 points que comportait la plateforme de revendication qui avait été présentée le 2 mars. Il subsiste un point d'achoppement, un point de désaccord, qui est celui de la situation de cette collaboratrice qui a été licenciée. Donc nous, on a pu, à l'occasion de cette médiation, exposer les faits sur lesquels était basée notre décision. La médiation en fait a pris fin en fait suite au fait que l'UTT-UGTG a quitté la table de médiation de sa propre initiative vendredi dernier. D'accord. Ils nous ont invités à y retourner ce mardi, c'est ce que nous avons fait donc hier, et on a évoqué cette situation. Donc un point d'avancée est celui que la réintégration de cette collaboratrice licenciée chez Canal+ Antilles est désormais écartée. Et le sujet est maintenant autour de l'accompagnement de cette personne dans sa recherche d'un nouvel emploi. Nous avions fait déjà un certain nombre de propositions précédemment. À l'occasion de cette nouvelle médiation, on s'est engagé encore à avancer davantage dans cet accompagnement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et nous devons faire part à la fin de cette semaine des avancées de cette recherche. Nous consultons en fait nos partenaires pour voir dans quelle mesure il est possible de trouver un nouvel emploi, de recommander cette personne. Voilà, donc cette démarche d'accompagnement est en cours. En Martinique, les exploitants de canne se disent inquiets. La récolte serait de mauvaise qualité en raison des mauvaises conditions climatiques. Le point avec nos confrères d'ATV Martinique. Le soleil est de retour et les tracteurs et engins reprennent le chemin de la récolte. Face à une météo capricieuse en fin de semaine dernière, certains producteurs de canne à sucre ont stoppé durant quelques jours la coupe de leurs plantes. Quand vous avez de l'eau, vous faites des ornières et avec des ornières, vous propagez de la boue. Et avec cette boue, après, à un moment, vous ne pouvez pas rentrer dans les champs. Et non seulement vous ne rentrez pas dans les champs, mais vous écrasez les tiges de canne, les souches, vous pouvez les emporter et vous abîmez votre terrain. Pas de consignes données par le centre technique de canne à sucre. Chaque producteur adapte sa récolte. Ça peut être souvent par rapport aussi à la topographie du terrain et à la pluviométrie, puisque bon, on est quand même sur une île et on a des contextes pédoclimatiques très variables qui font qu'on puisse bien récolter ici et que ça ne soit pas possible sur le Morne à côté. Donc c'est très variable sur une petite île comme la nôtre. Un ralentissement de la productivité avec des conséquences économiques. Rien qu'à la sucrerie, le constat est sans appel. On dénombre 5 à 6 000 tonnes de moins de canne à sucre au même nombre de jours de récolte que l'an dernier. Cette baisse de rendement, cette baisse donc de sucre à l'hectare, donc de rendement en fabrication de sucre, en fabrication d'alcool, on grève des marchés et on prend des risques sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Avec le risque que le produit, le prix de revient remonte, donc le prix devienne plus cher, alors que pour se positionner, souvent on a besoin aussi d'être avec des prix qui restent assez stables. Il est encore trop tôt pour faire des prévisions sur la récolte 2016. À noter que la pluie n'est pas l'ennemi de la canne, elle favorise en effet son accroissement. En Guadeloupe également, la récolte de la canne bat son plein. Comment se passe cette récolte 2016 et comment est traité le tas de canne? Isabelle Hameau était en immersion aujourd'hui au centre de transfert de Bonne-Mère à Sainte-Rose. Regardez son reportage. Tous les jours, entre 15 et plus de 20 tonnes de canne sont transportées ici au centre de transfert. À l'entrée de l'usine, les chargements de canne sont contrôlés et pesés. Un échantillon de canne est prélevé de façon aléatoire pour être analysé. 7 à 10 kilos d'échantillons de canne sont prélevés dans chaque camion, puis broyés à l'aide de cette machine pour obtenir de la canne pulvérisée, c'est-à-dire sa pulpe. Une pulpe qui va être pressée. C'est-à-dire que nous allons récupérer et la fibre asséchée et le jus, de manière à pouvoir être analysé ultérieurement, au prochain stade. Donc là, il s'agit d'une presse qui permet d'avoir 240 bars pendant 1 minute et c'est la pression que l'on va appliquer sur l'échantillon. C'est ainsi que l'analyse commence. Le gâteau de canne et le jus vont être pesés. Ce pesage permettra de contrôler les rendements de fabrication. La somme des deux correspond au poids de l'échantillon pressé antérieurement.
Donc, c'est une vérification pour être sûr que soit on n'a pas perdu un peu d'échantillon, soit non plus on n'a pas récupéré de l'échantillon précédent. L'objectif étant de déterminer un résultat de la richesse saccharine, autrement dit le potentiel de sucre, un indice sur lequel est basée la rémunération du planteur. Cette année, c'est un peu particulier parce qu'on sort de plus de campagnes sèches, ce qui fait que la canne n'a pas pu grandir dans de bonnes conditions, donc on n'aura pas un tonnage exceptionnel. Et puis, on s'attendait à ce qu'on ait un carême, on va dire, normal. Malheureusement, notamment le fait qu'on ait démarré la récolte un peu plus tard que les 2 campagnes précédentes, on connaît un début de carême relativement pluvieux, ce qui signifie que on aura une richesse plutôt moyenne, alors que d'habitude, à faible tonnage, on a plutôt une bonne richesse. Une richesse peu exceptionnelle due à un tonnage en diminution de 24% par rapport à 2015, donc difficile tant pour les planteurs que les usiniers. Il faut savoir que cette filière fait vivre 30 000 Guadeloupéens, dont près de 4 000 planteurs, et ne fonctionne que grâce à 24 millions d'euros de subventions de l'État et de l'Europe, aide à la garantie des prix au transport et à la replantation. Plus de 400 000 tonnes sont prévues pour cette année 2016. 20 millions d'euros supplémentaires seront consacrés à la rénovation de la ville des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. Marcel Sigiscard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Vous avez également un mot à adresser, un hommage. Tout à fait. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la mémoire de Jean-Claude Lambion, maire de la ville de Morne-à-l'Eau et président de l'association des maires dont je suis le trésorier. Saluer sa famille pour leur porter notre soutien, ainsi que toute la population de Morne-à-l'Eau. 12 millions d'euros aux Abîmes et 8 millions d'euros pour la ville de Pointe-à-Pitre pour achever la dernière phase de ce grand chantier de la rénovation urbaine. C'est la fin d'un long chemin ? C'est la fin d'un long chemin, mais c'est un processus qui continue jusqu'en 2020. Je veux rappeler simplement que le processus a démarré dans les années 2000, avec pour signature de la première convention en 2006, avec des démarrages de travaux qui ont démarré 1 an et demi plus tard. Nous en sommes aujourd'hui à la phase de convention finale, qui permet de voir aujourd'hui comment l'opération s'est déroulée. Je veux rappeler à la population que le projet a consisté en la démolition de près de 1200 logements et la reconstruction de 1600 de logements sociaux et avec un apport de logements libres de près de 600, dont 94 logements étudiants. Ce qui permet de dire que le projet n'était pas simplement un projet de démolition-reconstruction, mais vraiment un projet urbain qui permet d'ancrer la population dans le projet que nous construisons avec eux, d'où les phases importantes de concertation qui a permis de sortir au fur et à mesure des conventions d'adaptation qui collent à la fois pour des besoins non seulement de logement, comme je l'ai dit préalablement, mais également des maisons de quartier, des écoles, des stades, le rôle des sports, et puis des éléments Quelles seront les zones qui seront concernées par ces travaux de nouvelle génération ? Alors, les travaux qui sont concernés aujourd'hui, c'est toujours Henri IV, Bergevin, Chanzy. Alors, il faut savoir que dans cette modification, on garde la barre AB, on démolit le Chanzy, puisque c'est le plus vulnérable, on reconstruit l'école Édinval, et puis les équipements de quartier, la maison de quartier. Et puis on continue toute la rénovation de l'Oricisque. Alors, ce qui permet d'amorcer l'autre phase de la nouvelle PRNU, qui va concerner maintenant Louisy-Mathieu, Mortenol, les Lauriers, bien sûr le centre-ville, parce que nous avons intégré le centre-ville qui permet de redynamiser ce centre-ville en y apportant des logements, bien sûr, pour permettre aux habitants de vivre, mais également d'apporter de la population dans ce centre-ville. Dans ce cadre-là, cela fait partie également des processus à la fois de l'ANA et de l'OPARU. La ville de Pointe-à-Pitre aurait perdu en un demi-siècle 12 000 habitants et également bon nombre de chefs d'entreprise malgré la mise en place de la zone franche. Comment entendez-vous la rendre à nouveau plutôt attractive ?
C'est tout d'abord cette rénovation urbaine qui la rend attractive quand vous regardez le boulevard. Et les autres projets de la municipalité. Tout à fait, c'est un projet de la municipalité. Il n'y a pas que le bâti. Il n'y a pas que, mais je vous ai dit, dans le projet, il s'agit de reconstruire de la ville et pas seulement de reconstruire des habitations. Il s'agit de reconstruire de la ville, de redonner de la vie, à la fois culturelle, sportive, mais également un volet important de commerce qui, dans ce cadre-là, nous reconstruisons 30 000 mètres carrés de commerce, dont l'installation d'un supermarché sur l'Oricisque, intégré au cœur de la population, donc ce qui permet de compenser l'apport et la ceinture qui s'est formée autour de Pointe-à-Pitre avec les centres commerciaux, à la fois des Abîmes, du Gosier et de Bémaro, pour permettre aux gens de rester sur Pointe-à-Pitre pour venir, pour faire leur commerce. Et puis, il y a l'attractivité culturelle et sportive que nous mettons en avant avec la construction du hall Paul Chanchon et la finalisation du stade de Pointe-à-Pitre, Pierre-Antonius, qui a permis d'amorcer la pompe de construction sur l'ancienne emprise. Donc, vous voyez, c'est un projet vraiment très construit que nous mettons à la disposition de la population. Beaucoup de Guadeloupéens ont presque peur aujourd'hui de se rendre à Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous avez des projets pour la sécurité des citoyens ? Alors, a fait partie de ce projet également le plan lumière et puis l'installation de caméras tout autour de la ville. Mais il faut savoir que... Le plan lumière, c'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire que nous avons refait l'ensemble de l'éclairage public de la ville de Pointe-à-Pitre, dont le centre-ville en particulier, ce qui a permis d'améliorer l'éclairage public dans toutes les parties de la ville, et puis l'installation de caméras qui participent à la surveillance des différentes habitations et des différentes rues de la ville. Ceci étant dit, ce n'est pas seulement cela qui permet de sécuriser la ville, c'est aussi l'apport en policiers, la ville a recruté, mais c'est aussi la demande qui a été faite par à la fois le maire de Pointe-à-Pitre et le maire de Sainte-Anne pour demander un renforcement de policiers qui permettent de faire qu'il y ait une présence policière plus importante, mais également, dans le cadre de la nouvelle rénovation urbaine, ce qui existait déjà, c'est également plus de prévention pour intégrer vraiment le processus scolaire, le processus d'accompagnement. Merci Marcel Giscard d'avoir répondu à nos questions ce soir. 7 collégiennes de l'établissement Saint-François de Trinidad sont en Guadeloupe. Pendant une semaine, elles apprendront la langue de Molière à travers des sorties éducatives. Ce matin, elles étaient au collège de Rézé où elles ont rencontré les élèves de la filière section euro-caribéenne. Lina Kayarsi était sur place aussi. CDI. Et ça veut dire quoi? CDI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est Oh, that's the acronym. Yes. OK. CDI, Centre de documentation et d'information. 3 lettres pour traduire difficilement en français un library, une bibliothèque pour ces collégiennes trinidadiennes. C'est difficile parce que le problème, c'est qu'elles pensent toujours en anglais. Et quelquefois, il faut écouter, il faut essayer de répéter et faire des associations entre les mots français et les mots anglais. Pendant une semaine, Chelsea et ses camarades vont délaisser la langue de Shakespeare pour celle de Molière. Je suis contente d'être en Guadeloupe. J'ai visité Pointe-de-Château, Saint-François, Sainte-Anne, plage de Souffle. Et est-ce que c'est facile d'échanger en français, de parler français? Oui. Très facile. Et pour parler le français avec aisance, dès leur retour à Trinidad, tout un programme. Pendant une semaine, on a un partenariat avec le collège du Rézé. Donc tous les jours, les élèves ils viennent le matin, ils ont cours. Et l'après-midi, elles visitent la Guadeloupe. Nous, on essaye d'établir des relations entre établissements guadeloupéens et trinidadiens pour permettre que les élèves puissent échanger et améliorer le niveau en langue étrangère. Pourtant, parfois, l'anglais reprend vite le dessus, tout comme le français, avec ses collégiennes de 3e de la section euro-caribéenne. L'euro-caribéenne est une section qui a été formée il y a 2 ans. Et en fait, elle a pour but de prendre des élèves en anglais et de faire 7 heures de cours par semaine, au lieu de 5. Et à la fin, ça commence en 4e, et à la fin, en 3e, on est censé faire un projet. On part à la Dominique. Dès demain, les collégiennes trinidadiennes partiront à la conquête de la langue française à travers les rues de la ville de Basse-Terre, en passant par Marie-Galante.
Restez avec nous dans un instant, le passage des reliques de la Sainte Marguerite Marie à Alacoque qui seront introduites dans plusieurs paroisses de notre archipel. Et puis nous rencontrerons des jeunes dont le rêve est de devenir jockey. C'est une mesure sociétale majeure. Les prostituées ne seront plus considérées comme des délinquantes. C'est le client qui sera pénalisé. Les députés ont définitivement adopté aujourd'hui la proposition de loi du Parti socialiste pour lutter contre le système prostitutionnel à l'Assemblée nationale. Désormais, l'achat d'actes sexuels sera sanctionné par une contravention de 1 500 €. Que pensent les Guadeloupéens de cette décision? On regarde vos réponses recueillies par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Vous savez, comme on dit, chacun fait ce comme ils veulent. Si ça peut leur soulager, au lieu qu'ils aillent après les jeunes, les enfants et tout ça, moi, je ne vois pas pourquoi les taxer. C'est leur vie. Alors là, j'y pense même pas. C'est du n'importe quoi. C'est dommage pour les gens qui vont pour ces pratiques-là. Mais sinon, tant mieux. Comme ça, il y aura moins de prostitution. Bah, c'est très bien. Après, c'est un business comme un autre qui tourne partout, quoi. Donc, pour arrêter ça, il va falloir mettre de plus gros moyens, je pense. Ça me paraît assez logique. Oui. Donc, tant sur le plan éthique que sur le plan de ce qu'on veut faire de notre civilisation, ça me paraît assez logique. Même si je pense que malheureusement, ça ne découragera pas certains clients. Qu'est-ce que pensez de ça? Ah ouais, c'est bien. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas besoin de ces sites. Oui, il y a bon à s'y croire, il n'y a pas besoin d'espagnol là. L'espagnol, c'est problème, c'est l'argent qu'il n'y a pas partir, il n'y a pas faire une place là. Après, il y en a qui utilisent ça pour vivre, quoi, dans beaucoup de pays, quoi. Donc, ça va être dur. Bon, la prostitution au niveau de l'État français, donc n'est pas autorisé, et donc pour pouvoir peut-être donner un sens, une certaine éducation à notre jeunesse, peut-être que cette taxe pourrait décourager quelques personnes. Voilà. C'est pas évident, on va dire, parce que d'un côté, il y a les prostituées qui font leur travail, on va dire, seuls, mais en même temps, ils ont besoin d'aide. Ça serait bien d'arrêter ce système, mais en même temps, il y a des volontés, on va dire, il y a des personnes qui souhaitent faire ce métier, et en même temps aussi il y a le gouvernement qui veut justement limiter cette fuite d'argent, on va dire, et contrôler plus le pouvoir d'achat des citoyens. Mais en même temps, on peut caractériser l'acte sexuel en lui-même comme étant immoral et tout dans ce sens-là. Devenir jockey, garçon de voyage, cavalier d'entraînement, c'est possible. Ce matin, les représentantes de l'école des courses hippiques de Gouvieux étaient à la martingale. Objectif, détecter les jeunes potentiellement compétents pour intégrer les formations dispensées en France hexagonale. Reportage Bénédicte Jourdier. Première étape, l'entretien. 8 candidats se sont présentés ce matin devant les représentantes de l'école des courses hippiques de Gouvieux. Parmi eux, Corentin, qui monte à cheval depuis l'âge de 4 ans et qui est diplômé du Galop 6. Je voudrais faire le métier des chevaux de course et c'est ma passion. Et quand il y a des courses ici, je vais voir, j'aide les propriétaires à tenir les chevaux, tout ça. Les premiers critères sont la motivation et les connaissances du cheval. Résultat, 3 jeunes ont été retenus. Notre idée, c'est vraiment que si le jeune vient en métropole, il reste jusqu'au bout de sa formation. On n'a pas intérêt à faire venir un jeune qui, au bout de 2 ou 3 mois, va se rendre compte que finalement, ce n'était pas fait pour lui. L'école de course hippique propose 2 formations, un CAP LAD, cavalier d'entraînement, et un bac pro conduite et gestion de l'entreprise hippique. Avec à la clé la promesse d'un travail, puisque 97% des diplômés sont embauchés, une formation qui coûte environ 2 000 €. Métier cavalier d'entraînement, donc c'est le premier métier. Jockey éventuellement aussi, donc là on espère pouvoir recruter éventuellement des futurs jockeys qui pourront venir recourir après ici en Guadeloupe. Après garçon de voyage, premier garçon, donc il y a beaucoup de métiers qui sont offerts à la sortie du diplôme. Là c'est quand même des choses qui sont en train de se développer. En Guadeloupe il y a aussi un hippodrome. Donc je pense qu'il y a un partenariat qui peut se faire. Après un test écrit afin de prendre connaissance du niveau scolaire, les jeunes ont été jugés sur leur capacité à monter à cheval.
Bon là, on voit que le petit, bon lui, Corentin est très habitué au club et aux chevaux, donc il est beaucoup plus à l'aise. L'autre l'aime moins, ce qui est normal. Et je regarde la position des jambes, je regarde leur équilibre, la capacité qu'ils ont justement à driver leurs chevaux et à exécuter correctement des tâches très basiques. Puisque l'équitation course n'est pas de l'équitation classique. Donc on vérifie vraiment le niveau et les aptitudes. Voilà. Karim, lui, est moins formé mais connaît bien les chevaux puisque son père était jockey. Je suis venu participer à la sélection. C'est comme je voulais faire jockey professionnel, être comme mon père. Et c'est un beau métier aussi d'être jockey professionnel. Voici Karim, voilà. Descends tes jambes Karim. Avec son petit gabarit, son profil est prometteur. Mets tes épaules un peu en arrière, redresse-toi. Il y a le profil galop, c'est surtout la taille, le poids. Donc lui, visiblement, il rentre dans les critères. Je crois qu'il ne pèse pas plus de 41-42 kilos. Il n'est pas très grand. Et Corentin est adulte, lui, mais lui, il a plus un profil trop parce que justement, déjà, il est trop grand. Il fait 1m80. Et il ne pourrait pas s'adapter au galop, je pense pas. En Martinique, 11 jeunes ont été repérés. Prochaine détection en Guyane, vendredi. Et nous retrouverons demain notre reportage consacré aux reliques de la Sainte Marguerite Marie à Lecoq. Mais tout de suite, les informations pratiques. Il y aura des coupures d'électricité demain à Grandbourg de Marie-Galante toute la matinée, ainsi qu'aux Abîmes jusqu'en milieu d'après-midi à la section de Belle-Plaine et également à Sainte-Rose dans les sections de Bis, Maille et Montella. Les habitants des sections de Calvaire, du Monterre, de Bémao doivent s'attendre à des coupures d'eau demain, en raison de travaux sur le réseau, des perturbations qui se feront ressentir dès 7 h du matin. Le retour à la normale est prévu en début d'après-midi. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.